bienvenue dans cette soirée consacrée au théâtre classique. Et donc, je dois vous dire que nous ne pouvons qu'apprécier ce choix de présenter des œuvres que nous avons étudiées, aimées, analysées en temps selon l'âge, mais qui est quelquefois méconnue de nos jeunes. Et donc je salue le choix du théâtre de Die et aussi sa détermination, sa volonté, son engagement d'œuvrer à l'éducation, à l'éveil, à la culture de ce jeune public qui n'a pas souvent l'occasion d'assister à un spectacle comme celui-là. J'espère qu'en Guadeloupe, des élèves de lycée, de collège pourront apprécier ce travail. Ce n'est pas facile. Je vais m'occuper de l'action culturelle du rectorat dans le temps. Ce n'est pas facile de circuler, mais je pense que nous avons là un petit trésor. Alors nous allons le déguster ensemble. Et puis j'ai deux missions. Tout d'abord vous demander des tableaux portables, évidemment. Et deuxièmement, selon la tradition du théâtre de Die, il y a après le spectacle un moment convivial, d'échange, de partage autour d'un verre, autour de ces plats préparés par les uns et les autres. Donc ceux qui veulent rester là pour discuter un peu et se connaître, parce qu'on ne se connaît pas tous, eh bien vous êtes les bienvenus. Bonne soirée, grâce au théâtre. Théâtre classique, c'est bien gentil, mais c'est quoi comme pièce? Comment c'est l'école des femmes? La promenade est belle. Fort belle. Le beau jour. Fort beau. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. C'est dommage, mais quoi? Nous sommes tous mortels et chacun est pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il point fait de pluie? Non. Vous ennuyez-vous? Jamais je ne m'ennuie. Mais qu'avez-vous fait encore ces 9 ou 10 jours-ci? 6 chemises, je pense, et 6 coiffeuses aussi. Le monde, chère Agnès, est une étrange chose. Voyez la médisance, et comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence, à la maison venue, que vous aviez souffert sa vue et ses harangues. Mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues et j'ai voulu gager que c'était faussement que... Mon Dieu, ne gagez pas, vous perdriez vraiment. Quoi? C'est la vérité qu'un homme... Chose sûre, il n'a presque pas bougé de chez nous, je vous jure. Cet aveu qu'elle fait avec sincérité me marque pour le moins son ingénuité. Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous vissiez personne. Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignoriez pourquoi. Et vous auriez sans doute fait tout autant que moi. Peut-être, mais enfin, contez-moi cette histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon à travailler au frais lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme bien fait qui rencontra ma vue d'une humble révérence et le salut. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me fait une autre révérence. Moi, j'en fais aussi une autre en diligence. Et lui, une troisième aussitôt repartant.
observait, nouvelle révérence, aussi je lui rendais, tant que si sur ce point la nuit ne fût venue, toujours comme cela je me serais tenue. Bien. Le lendemain, étant sur notre porte, une vieille m'aborde me parlant de la sorte. Mon enfant, me dit-elle, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir. Il ne vous a pas fait de belle personne afin de maluser les choses qu'il vous donne. Et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui de s'en plaindre est aujourd'hui forcé. Support de Satan, exécrable damné. Moi, j'ai blessé quelqu'un, fis-je tout étonnée. Oui, dit-elle, et blessé tout de bon. Et c'est l'homme qui hier vous vîtes du balcon. Hélas, qui pourrait, dis-je, en avoir été cause, sur lui, sans le vouloir, fis-je choir quelque chose? Non, dit-elle, vos yeux ont fait ce coup fatal, et c'est de leur regard qu'est venu tout son mal. Mon enfant, me dit-elle, il ne veut obtenir que le bien de vous voir et de vous entretenir. Vos yeux peuvent, eux seuls, empêcher sa ruine, et du mal qu'ils ont fait, être la médecine. Hélas, volontiers, dis-je, puisqu'il est ainsi, il peut, tant qu'il voudra, me venir voir ici. Sorcière maudite, empoisonneuse d'âme, puisse l'enfer payer tes charitables trames. Voici comme il me dit, et reçu guérison. Vous-même, à votre avis, n'ai-je point eu raison? Cela n'est parti qu'à une âme innocente. Les gens me accuser mon absence imprudente. Je crains que le pandard, pensé de téméraire un peu plus fort que je, n'ait poussé les affaires. Qu'avez-vous? Vous grondez, ce me semble un petit. Est-ce que c'est mal fait ce que je vous ai dit? Non, mais de cette vue, apprenez-moi les suites. Et comme ce jeune homme a passé ses visites. Hélas, si vous saviez comme il était ravi, comme il perdit son mal sitôt qu'il me vit. Ah, vous l'aimeriez sans doute et diriez comme nous. Ah oui, mais que faisait-il étant seul avec vous? Il me disait qu'il m'aimait, d'un amour sans seconde. Il me disait des mots les plus gentils du monde, des choses que rien ne peut égaler. Et donc, toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille et là-dedans remue un certain je ne sais quoi dont je suis tout émue. Mais, outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il pas aussi quelques caresses? Autant, il me prenait les mains et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il point pris Agnès quelque autre chose? Et il m'a Quoi? pris le... Plaît-il? Oh, je n'ose, et vous vous fâcherez peut-être contre moi. Non! Si, Mon Dieu, non! jurez donc votre foi. Ma foi soit! Vous serez en colère. Non! Si, Non, 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 mais non! Qu'est-ce qu'il vous a pris? il m'a... Je souffre en martyr. Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pas pu m'en défendre. Passe pour le ruban. Mais je voulais apprendre s'il n'a rien fait d'autre que vous baiser les bras. Comment? Est-ce que l'on peut faire d'autres choses? Ah non, non, point, non, non. Mais pour guérir du mal qu'il dit qu'il le possède, n'a-t-il point exigé de vous d'autres remèdes? Oh non, et vous pouvez juger s'il en eût demandé que pour le secourir, j'aurais tout accordé. Grâce aux bontés du ciel, j'en suis quitte à bon compte. Mais enfin, apprenez qu'accepter des cassettes et de ces beaux blondins, écouter les sornettes, que se laisser par eux à force de langueur, baiser ainsi les mains et chatouiller le cœur, est un péché mortel, les plus grands qu'il se fasse. Un péché, dites-vous? La raison de grâce? La raison, mais la raison c'est l'arrêt prononcé que par ses actions. Le ciel est courroucé. Courroucé? Mais pourquoi faut-il qu'il s'en courrouce? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. Ah oui, c'est un grand plaisir que toutes ces tendresses, ces propos si gentils, ces douces caresses.
Mais il faut l'accepter en toute honnêteté. Et qu'en se mariant, le crime en soit ôté. N'est-ce plus un péché lorsque l'on se marie? Non. Oh, mariez-moi donc promptement, je vous prie. Si vous le souhaitez, je le souhaite aussi. Et pour vous marier, on me revoit ici. Est-il possible Oui, que vous me ferez aise? oui, je ne doute point que l'hymen ne vous plaise. Vous nous voulez, nous deux. Rien de plus assuré. Que si cela se fait, je vous caresserai. La chose sera de ma part réciproque. Je ne reconnais point pour moi quand on se moque. Parlez-vous tout de bon? Vous le pourrez voir. Nous serons mariés? Oui, Mais quand? dès ce soir. Ah, dès ce soir? Oui, dès ce soir. Cela vous fait donc rire? Oui. Oh, vous voir bien contente, c'est ce que je désire. Hélas, que je vous aurai grande obligation et qu'avec lui, j'aurai tant de satisfaction. Avec qui? Avec là? Là? Mais là n'est pas mon compte. Ah, à choisir un mari, vous êtes un peu prompte. C'est un autre en un mot que je vous tiens tout près. Et quant au monsieur là, je prétends s'il vous plaît qu'avec lui désormais, vous rompiez tout commerce. Là, il est si bien Ah, placé. que de langage. Je n'aurai point le cœur. Un point de bruit davantage. Montez là-haut. Oh, voulez-vous que je... Oh, c'est un sec. Je suis maître. Je parle. Allez, obéissez. Mais monsieur, on ne badine pas avec l'amour. Ah, Fred de Musset. Affirmatif. Trouvez-vous à midi à la petite fontaine? Que veut dire cela? Tant de froideur, un orgueil si insensible, un refus si positif, et un rendez-vous par-dessus tout. Si c'est pour me parler à faire, pourquoi choisir un pareil endroit? Est-ce une coquetterie? Bonjour cousin. J'ai cru m'apercevoir, à tort ou à raison, que vous me quittiez tristement ce matin. Vous m'avez pris la main malgré moi. Je viens vous demander de me donner la vôtre. Je vous ai refusé un baiser. Le voilà. Maintenant, vous m'avez dit que vous seriez bien aise de causer de bonne amitié. Asseyez-vous là et causons. Avais-je fait un rêve ou en fais-je un autre en ce moment? Vous avez trouvé singulier de recevoir un billet de moi, n'est-ce pas? Je suis d'humeur changeante. Mais vous m'avez dit ce matin un mot très juste. Puisque nous nous quittons, quittons-nous bons amis. Vous ne savez pas la raison pour laquelle je pars et je viens vous la dire. Je vais prendre le voile. Est-ce possible? Est-ce toi, Camille, que je vois dans cette fontaine, assise sur les marguerites, comme au jour d'autrefois? Oui, Père Dican, c'est moi. Je viens revivre un quart d'heure de la vie passée. Je vous ai paru brusque et hautaine. Cela est tout simple. J'ai renoncé au monde. Cependant, avant de le quitter, je serais bien aise d'avoir votre avis. Trouvez-vous que j'ai raison de me faire religieuse? Ne m'interrogez pas là-dessus, car je ne me ferai jamais moine. Depuis près de 10 ans que nous avons vécu éloignés l'un de l'autre, vous avez commencé l'expérience de la vie. Je sais quel homme vous êtes, et vous avez dû apprendre beaucoup en peu de temps avec un cœur et un esprit comme les vôtres. Dites-moi, avez-vous eu des maîtresses? Et pourquoi cela? Répondez-moi, je vous en prie, sans modestie et sans fatuité. J'en ai eu, Les avez-vous aimées? de tout mon cœur. Où sont-elles maintenant? Voilà en vérité des questions singulières. Que voulez-vous que je vous dise? Je ne suis ni leur mari ni leur frère. Elles sont allées pour leur assemblée. Il doit nécessairement y en avoir une que vous ayez préférée aux autres. Combien de temps avez-vous aimé celle que vous avez aimée le mieux?
Tu es une drôle de fille. Veux-tu te faire mon confesseur? C'est une grâce que je vous demande de me répondre sincèrement. Vous avez dû inspirer l'amour, car vous le méritez. Répondez-moi, je vous en prie. Ma foi, je ne m'en souviens pas. Connaissez-vous un homme qui n'est aimé qu'une femme? Il y en a certainement. Est-ce l'un de vos amis? Dites-moi son nom. Je n'ai pas de nom à vous dire, mais je crois qu'il y a des hommes capables de n'aimer qu'une fois. Et combien de fois un honnête homme peut-il aimer? Veux-tu me faire réciter une litanie ou récites-tu toi-même un catéchisme? Je voudrais m'instruire et savoir si j'ai tort ou raison de me faire religieuse. Si je vous épousais, ne devriez-vous pas répondre avec franchise à toutes mes questions et me montrer votre cœur à nu? Je vous estime beaucoup et je vous crois, par votre éducation et par votre nature, supérieure à beaucoup d'autres hommes. Je suis fâchée que vous ne vous souveniez plus de ce que je vous demande. Où veux-tu en venir? Parle, et je répondrai. Répondez donc à ma première question. Ai-je raison de rester au couvent? Non! Je ferais donc mieux de vous épouser. Oui! Si le curé de votre paroisse soufflait sur un verre d'eau et vous disait que c'est un verre de vin, le boiriez-vous comme tel? Mais non! Et si le curé de votre paroisse vous soufflait dessus et me disait que vous m'aimerez toute votre vie, aurais-je raison de le croire? Oui et non. Que me conseillez-vous de faire le jour où je verrai que vous ne m'aimez plus? De prendre un amant. Que ferai-je ensuite lorsque mon amant ne m'aimera plus? Tu en prendras un autre. Combien de temps cela durera-t-il? Jusqu'à ce que tes cheveux soient gris, et alors les miens seront blancs. Savez-vous ce que c'est que les cloîtres, Père Dican? J'ai pour amie une sœur qui n'a que 30 ans. C'est la plus belle et la plus noble créature qui ait marché sur terre. Son mari l'a trompée, elle a aimé un autre homme, et elle se meurt de désespoir. Cela est possible. Nous habitons la même cellule, et j'ai passé des nuits entières à parler de ces malheurs. Ils sont presque devenus les miens. Quand elle me parlait de son mariage, quand elle me peignait d'abord l'ivresse des premiers jours, puis la tranquillité des autres, et quand enfin tout s'était envolé, comme elle était assise le soir au coin du feu, et lui auprès de la fenêtre, sans se dire un seul mot, comme leur amour avait langui et comme tous les efforts pour se rapprocher n'aboutissaient qu'à des querelles. Quand elle disait « là, j'ai été heureuse », mon cœur bondissait. Et puis quand elle ajoutait « là, j'ai pleuré », mes larmes coulaient. J'ai fini par me créer une vie imaginaire. Cela a duré 4 ans. Il est inutile de vous dire par combien de réflexions, de retour sur moi-même tout cela est venu. Ce que je voulais vous raconter, comme une curiosité, c'est que tous les récits de Louise, toutes les fictions de mes rêves portaient votre ressemblance. Ma ressemblance à moi? Oui, et cela est naturel. Vous étiez le seul homme que j'eusse connu. En vérité, je vous ai aimé, Père Dican. Quel âge as-tu, Camille? 18 ans. Continue, continue, j'écoute. Il y a 200 femmes dans notre couvent. Un petit nombre de ces femmes ne connaîtra jamais la vie, et tout le reste attend la mort. Plus d'une parmi elles sont sorties du monastère comme j'en sors aujourd'hui, vierges et pleines d'espérance. Elles sont revenues peu de temps après, vieilles et désolées. Que pensez-vous de ces femmes, Père Dican? Ont-elles tort ou ont-elles raison? Je n'en sais rien. Il s'en est trouvé quelques-unes qui me conseillaient de rester vierge. Je suis bien aise de vous consulter. Trouvez-vous que ces femmes auraient mieux fait de prendre un amant et de me conseiller d'en faire autant? Je n'en sais rien. Vous aviez promis de me répondre. Mais j'en suis dispensé tout naturellement. Je ne crois pas que ce soit toi qui parles. Tu as raison de te faire religieuse. Mais vous me disiez non tout à l'heure. Ai-je dit non? Cela est possible. Ainsi vous me le conseillez. Et ainsi tu ne crois à rien? Mais lève la tête, Père Dican. Quel est l'homme qui ne croit à rien? En voilà un. Je ne crois pas à la vie immortelle. Ma sœur chérie, les religieuses t'ont donné leur expérience. Mais crois-moi, ce n'est pas la tienne. Tu ne mourras pas sans aimer. Mais je veux aimer. Mais je ne veux pas souffrir. Je veux aimer d'un amour éternel. Et faire des serments qui ne se violent pas.
Oh, ne souriez pas, Perdican. Il y a 10 ans que je ne vous ai vu et je pars demain. Dans 10 autres années, si nous nous revoyons, nous en reparlerons. J'ai voulu ne pas rester comme une froide statue dans votre souvenir, car l'insensibilité mène au point où j'en suis. Écoutez-moi, retournez à la vie. Et tant que vous serez heureux, tant que vous aimerez comme on peut aimer sur la terre, oubliez votre sœur Camille. Mais s'il vous arrive jamais d'être oublié, vous oubliez vous-même. Si l'ange de l'espérance vous abandonne, lorsque vous serez seul, avec le vide dans le cœur, pensez à moi qui prierai pour vous. Tu es une orgueilleuse. Prends garde à toi. Pourquoi? Tu as 18 ans, tu ne crois pas à l'amour. Mais croyez-vous, vous qui parlez? Vous voilà courbé près de moi avec des genoux qui se sont usés sur les tapis de vos maîtresses, et vous n'en savez même plus le nom. Vous faites votre métier de jeune homme, et vous souriez quand on vous parle de femmes désolées. Vous ne croyez pas qu'on puisse mourir d'amour, vous qui vivez, et qui avez aimé. Mais qu'est-ce donc que le monde? Il me semble que vous devez cordialement mépriser les femmes qui vous prennent telles que vous êtes, et qui chassent leur dernier amant pour vous attirer dans leurs bras avec les baisers d'un autre sur les lèvres. Je vous demandais tout à l'heure si vous aviez aimé. Vous m'avez répondu comme un voyageur à qui l'on demanderait s'il a été en Italie ou en Allemagne, et qui dirait oui, j'y ai été, et qui penserait aller en Suisse ou dans le premier pays venu. Mais est-ce donc une monnaie de votre amour pour qu'il puisse ainsi passer de main en main jusqu'à la mort? Non, ce n'est même pas une monnaie, car la plus mince pièce d'or vaut mieux que vous. Et dans quelques mains qu'elle passe, elle garde son effigie. Que tu es belle, Camille, lorsque tes yeux s'animent. La froide nonne qui coupera mes cheveux pâlira peut-être de sa mutilation, mais ils ne se changeront pas en bagues et en chaînes pour courir les boudoirs. Tu es en colère, en vérité. J'ai eu tort de parler. J'ai toute ma vie au bord des lèvres. Perdican, ne raillez pas. Tout ceci est triste à mourir. Pauvre enfant, je te laisse dire. J'ai bien envie de te répondre un mot. Tu me parles d'une religieuse qui me paraît avoir eu sur toi une influence funeste. Tu dis qu'elle a été trompée, qu'elle a trompé elle-même, et qu'elle est désespérée. Es-tu sûr que si son mari ou son amant revenait lui tendre la main à travers la grille du parloir, elle ne lui tendrait pas la sienne? Qu'est-ce que vous dites? J'ai mal entendu. Es-tu sûr que si son mari ou son amant revenait lui dire de souffrir encore, elle répondrait non? Je le crois. Il y a 200 femmes dans ton monastère, et la plupart ont au fond du cœur des blessures profondes. On les a fait toucher. Elles ont coloré ta pensée virginale des gouttes de leur sang. Elles ont vécu, n'est-ce pas? Et tu te serres contre ces corps décharnés avec une crainte religieuse lorsque tu vois passer un homme. Mais es-tu sûr que si l'homme qui passe était celui qui les a trompés, celui pour qui elles souffrent et elles pleurent, es-tu sûr qu'en le voyant, elles ne briseraient pas leurs chaînes pour courir à leur malheur passé et pour presser leur poitrine sanglante sur le poignard qui les a meurtris? Mon enfant, sais-tu les rêves de ces femmes qui te disent de ne pas rêver? Sais-tu quel nom elles murmurent dans leurs sanglots? Elles qui s'assoient près de toi, avec leur tête branlante, pour verser dans ton oreille leur vieillesse flétrie. Sais-tu qui elles sont? Vous me faites peur. La colère vous prend aussi. Sais-tu ce que c'est que des nonnes, malheureuses filles? Elles qui te représentent l'amour des hommes comme un mensonge. Savent-elles qu'il y a pire encore? Le mensonge de l'amour divin? Savent-elles que c'est un crime qu'elles font de venir chuchoter à une vierge des paroles de femme? Comme elles t'ont fait la leçon. Comme j'avais prévu tout cela quand tu t'es arrêté devant le portrait de notre vieille tante. Tu voulais partir sans me serrer la main. Tu voulais revoir ni ce bois, ni cette pauvre petite fontaine qui nous regarde tout en larmes. Tu reniais les jours de ton enfance. Et le masque de plâtre que les nonnes t'ont plaqué sur les joues me refusait un baiser de frère. Mais ton cœur a battu. Il a oublié sa leçon. Et tu es revenu t'asseoir sur l'herbe où me voilà. Eh bien, Camille, ces femmes ont bien parlé. Elles t'ont mise dans le vrai chemin. Il pourra m'en coûter le bonheur de ma vie, mais dis-leur cela de ma part.
Le ciel n'est pas pour elle. Ni pour moi, n'est-ce pas? Adieu Camille. Retourne à ton couvent. Et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, faux, bavards, lâches, inconstants, orgueilleux, hypocrites, sensuels. Toutes les femmes sont perfides, curieuses, artificieuses, vaniteuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il existe au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres si affreux et si imparfaits. On est souvent trompé en amour, souvent blessé, souvent malheureux, mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et l'on se dit « J'ai souffert souvent. Je me suis trompé quelquefois. Mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. » Comment ça? Comment ça? Il est trop grand, mon nez? Non, monsieur de Bergerac, mais gardez la tête droite, vous allez nous rayer le plancher. Regardez, il fanfaronne. Oh, mais personne ne va donc lui répondre. Attendez, je vais lui lancer un de ses traits. Vous avez un nez très grand. Très. C'est tout? Mais Non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse pour boire. Faites-vous fabriquer un hanap. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que, paternellement, vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie dans le cheminée? Prévenant. Gardez-vous, votre tête entraînée par ce poids, de tomber en avant sur le sol. Tendre. Faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, qu'Aristophane appelle hippocampe éléphanto-camélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier, quoi l'ami? Ce gros est à la mode? Pour prendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique. Aucun vent ne peut, né magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique. C'est la mer Rouge quand il saigne. Admiratif. Pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique. Est-ce une conquête ou vous un triton? Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux. Souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Paysan. Ouah,
c'est qui est né. Nana, c'est qu'un navet géant ou bien qu'un melon neuf. Militaire. Pointé contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodiant Pyrame en un sanglot, le voilà donc ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même, avec assez de verbe. Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Ma chère, savez-vous comment on appelle un grand séducteur? Si vous trouvez, vous aurez une surprise. Avec un téléphone, je suppose. Enfin, madame! Oh, pardon. Un Don Juan. Bonne réponse. Je vous donne son 06. Songeons seulement à ce qui nous peut donner du plaisir. Est-elle folle de n'avoir pas changé d'habit, de venir en ce lieu-ci avec son équipage de campagne? Me ferez-vous la grâce, Don Juan, de vouloir bien me reconnaître? Et puis-je au moins espérer que vous daigniez tourner le visage de ce côté? Je vous avoue, madame, que je suis surpris. Je ne vous attendais pas ici. Oui, je vois bien que vous n'y attendiez pas. Et vous êtes surpris à la vérité, mais tout autrement que je ne l'attendais. La manière dont vous le paraissez me persuade pleinement ce que je refusais de croire. J'admire ma simplicité et la faiblesse de mon cœur à douter d'une trahison que tant d'apparences me confirmaient. J'étais assez bonne, je le confesse, ou plutôt assez sotte pour me vouloir tromper moi-même et travailler à démentir mes yeux et mon jugement. J'ai cherché des raisons pour excuser à ma tendresse le relâchement d'amitié qu'elle voyait en vous. Et je me suis forgée, exprès sans sujet légitime, d'un départ si précipité, pour vous justifier du crime dont ma raison vous accusait. Mes justes soupçons, chaque jour avec beau me parler, j'en rejetais la voix qui vous rendait criminel à mes yeux, et j'écoutais avec plaisir 1000 chimères ridicules qui vous peignaient innocente à mon cœur. Mais enfin, cet abord ne me permet plus de douter, et le coup d'œil qui m'a reçu m'apprend bien plus de choses que je ne voudrais en savoir. Je serais bien aise pourtant d'ouïr de votre bouche les raisons de votre départ. Parlez, Don Juan, je vous prie, et voyons de quel air vous saurez vous justifier. Madame, Alexandre, les conquérants, les autres mondes sont cause de notre départ. Voilà tout ce que je puis vous dire. Vous plaît-il, Don Juan, nous éclaircir ces beaux mystères? Madame, à vous dire la vérité... Ah, que vous savez mal vous défendre pour un homme de cour et qui doit être accoutumé à ces sortes de choses. J'ai pitié de vous voir la confusion que vous avez. Que ne vous armez-vous le front d'une noble effronterie? Que ne me jurez-vous que vous êtes toujours dans les mêmes sentiments pour moi? Que vous m'aimez avec une ardeur sans égale? Et que rien n'est capable de vous détacher de moi que la mort? Que ne me dites-vous que des affaires de la dernière conséquence vous ont obligé à partir sans m'en donner avis? Qu'il faut que malgré vous, vous demeuriez ici quelque temps? Et que je n'ai qu'à m'en retourner d'où je viens? Assurez que vous suivrez mes pas le plus tôt qu'il vous sera possible, qu'il est certain que vous brûlez de me rejoindre, et qu'éloigné de moi, vous souffrez ce que souffre un corps qui est séparé de son âme. Voilà! Voilà comme il faut vous défendre! Et non pas être interdit comme vous êtes.
Madame, je ne vous dirai point que j'ai le talent de dissimuler. Je ne vous dirai point non plus que je suis toujours dans les mêmes sentiments pour vous, que je brûle de vous rejoindre. Puisqu'enfin, il m'est assuré que je ne suis parti que pour vous fuir. Non point pour les raisons par lesquelles vous pouvez vous figurer, mais par un pur motif de conscience. J'ai ouvert les yeux de l'âme sur ce que je faisais. Le repentir m'a pris. Il m'est venu des scrupules, madame. Voudriez-vous vous opposer à une si sainte pensée? Oh, scélérat, c'est maintenant que je te connais tout entier. Et pour mon malheur, je te connais lorsqu'il n'en est plus temps, et qu'une telle connaissance ne peut plus me servir qu'à me désespérer. Mais sache que ton crime ne demeurera pas impuni, et que le même ciel dont tu te joues me saura venger de ta perfidie. Le ciel, nous nous moquons bien de cela, nous autres. Madame. Il suffit! Je n'en veux pas ouïr davantage. Je m'accuse même d'en avoir trop entendu. N'attends pas que j'éclate ici en reproches et en injures, non. Non, je n'ai point un courroux à exhaler en paroles vaines, et toute sa chaleur se réserve pour sa vengeance. Je te le dis encore, le ciel te punira, perfide, de l'outrage que tu me fais. Et si le ciel n'a rien que tu puisses appréhender, appréhende du moins la colère d'une femme offensée. La reine est morte? La reine, morte, monsieur de Monterland. L'infante! Elle, ici, sans doute poussée par le roi, elle vient avant de partir te demander à ton tour cet engagement. Elle vient t'arracher à moi. Ne lui parle pas. Rentre dans le château et refuse de la recevoir. D'ailleurs, s'il le faut, c'est moi qui lui barrerai le passage. Restez à distance, je vous prie, et attendez-moi. Doña Inès de Castro, Votre Altesse, vous croyez que je suis venue voir le prince? Pas du tout. C'est vous que je cherche. Vous avez vu le roi hier. oui, princesse. Et quelle impression vous a-t-il faite? Eh bien, je vais vous le dire. La chaîne de vos médailles est appuyée sur votre cou et la marquée d'une raie rouge. C'est la place où vous serez décapité. Les princes mettent des lions sur leurs armoiries, sur leurs oriflammes, et puis un jour ils en découvrent un dans leur cœur. Vous avez vu son visage vert? On dirait quelqu'un qui a oublié de se faire enterrer. Et avec cela, le regard lourd des lions, le roi souffre de bientôt mourir. Or, c'est à la fin du combat de taureau que le taureau est le plus méchant. Oh, je ne dis pas qu'il ait la volonté nette de vous faire tuer. Il est comme sont les hommes, faible, divers, sachant mal ce qu'il veut. Mais une pensée, dangereuse comme une lame, a été glissée dans son esprit. Et il ne l'a pas repoussée aussi vivement qu'il eût dû. Et comment le savez-vous? Un des pages a parlé. Un des pages? Quelqu'un, moi, s'est occupé des pages qui étaient hier à la porte du conseil. 2 ne savaient rien ou n'ont rien voulu dire, mais le 3e, le plus jeune, avait écouté, et bien écouté. Don Gascoello et Alvar Goncalves ont demandé votre mort. Le roi aurait pu couper court d'un nom énergique, mais ils ont discuté interminablement, comme des avocats, dit le page. Et à la fin, le roi a dit « j'y réfléchirai ». J'y réfléchirai. Ce n'est pas un arrêt de mort. Le roi, dans toute cette affaire, m'a traité avec tant d'ouverture. Mon père dit du roi Ferrand qu'il joue avec sa perfidie comme un bébé joue avec son pied. J'y réfléchirai. Il a voulu se donner du champ. Doña Inès, je connais le monde et ses voix. Ah oui, vous les connaissez. Pensez qu'en 3 jours,
Vous apprenez de tels secrets? Moi, j'aurais pu vivre des années à la cour sans savoir ce qu'on y disait de moi. J'ai été élevée pour le règne. Et Don Pedro, le roi a-t-il parlé de lui? Selon le page, le roi n'a pas parlé de son fils. Mais maintenant, Doña Inès, je vous dis, je repars demain, profitant de ce que les vents sont favorables. Eh bien, je vous propose de venir avec moi. Vous ferez partie de ma maison. Vous ne serez pas en sûreté tant que vous resterez au Portugal. Mais dès l'instant que je vous prends sous mon manteau, le roi n'osera pas vous toucher. Allez, suivez-moi donc en avant et attendez. Ou bien le roi mourra et vous reviendrez et régnerez, ou bien le roi fera périr son fils. Pardonnez-moi, je ne crois pas que le roi y songe aujourd'hui. Mais aujourd'hui et demain ne sont pas fils de la même mère. Combien de temps croira-t-il de son intérêt immédiat de vous épargner, Don Pedro et vous? Je suis bouleversée. Mais du moins, sachez ma gratitude. Que ce soit vous. Il y a deux gloires. La gloire divine, qui est que Dieu soit content de vous, et la gloire humaine, qui est d'être content de soi. En vous sauvant, je conquiers ces deux gloires, et notamment la seconde, car la nature m'ordonnerait plutôt de vous haïr. Mais je fais peu de cas de la nature. Certes, madame, car à votre place, Vous vous oubliez, Doña Inès, personne ne peut se mettre à ma place. pardonnez-moi, infante, il est vrai, votre rang. Là où je suis, il n'y a pas de rang. Apprenez, Doña Inès, que je n'ai jamais eu contre vous de jalousie. Je n'étais même pas curieuse de vous connaître, tant Don Pedro m'est indifférent. On me disait, elle est belle, mais je pensais, moi je suis grande, et ce qui est beau n'a jamais pu égaler ce qui est grand. Puis on me dit, elle est pleine de douceur pour tous. Et j'aimais ces mots. Je vous ai suivi. Je vous ai regardé longuement, Doña Inès. Et j'ai vu que Don Pedro avait raison de vous aimer. Si vous le connaissiez mieux, vous sauriez que j'ai 1000 fois plus encore raison de l'aimer. Je vous crois pour vous être agréable. Mais allez, dites-moi que vous m'accompagnerez en aval. Non, princesse, je ne puis. Pourquoi? Quand l'oiseau de race est capturé, il ne se débat pas. Vous parliez d'un nuage en forme d'aile. Si j'avais une aile, ce ne serait pas pour fuir, mais pour protéger. Je sais, cela se paye cher d'être noble. Mais vous n'êtes pas capturé. Vous n'avez peut-être qu'une nuit devant vous, mais du moins vous l'avez. Non. Non, je ne peux plus vivre autre part qu'à côté de lui. N'importe quelle condition, même la plus misérable, pourvu que je ne le quitte pas. Et s'il le faut, mourir avec lui ou pour lui. Il n'y a pas d'être qui veuille qu'on meure pour lui. Un homme qu'on aime. Je ne suis pas encore parvenue à comprendre comment on peut aimer un homme. Ceux que j'ai approchés, je les ai vus, presque tous grossiers et tous lâches. Lâcheté est un mot qui m'évoque irrésistiblement les hommes. N'avez-vous donc jamais aimé, infante? Jamais, par la grâce de Dieu. Mais sans doute avez-vous été aimé. Si un homme s'était donné le ridicule de m'aimer, j'y aurais prêté si peu d'attention que je n'en aurais nul souvenir. Allez, venez, Inès. Je vous tends votre vie. Le souffle des rois est brûlant. Il vous consumera. Il consume ce qui de toute façon sera consumé. Je n'ai pas été faite pour lutter, mais pour aimer. Toute petite, quand la forme de mes seins n'était pas encore visible, j'étais déjà pleine d'amour pour mes poupées. Et il y en avait toujours une que j'appelais l'amant, et l'autre la bien-aimée. Et déjà, si l'on m'avait ouvert la poitrine, il en aurait coulé de l'amour. Comme cette sorte de lait qui coule de certaines plantes quand on en brise la tige. Aimer, je ne sais rien faire d'autre. Voyez cette cascade. Elle ne lutte pas, elle suit son cours. Il faut laisser tomber les eaux. Mais la cascade ne tombe pas.
Elle se précipite. L'eau est dirigée dans des canaux. La rame la bat, la proue la coupe. Partout, je la vois violentée. Oh, comme vous êtes molle. C'est lorsque le fruit est un peu molle qu'il reçoit bien jusqu'à son cœur tous les rayons de la création. Oh, je vous en prie, ne me faites pas l'éloge de la mollesse. Vous me blessez personnellement. Si j'avais épousé Don Pedro, c'est moi qui aurais été l'homme et je l'aurais empêché de dormir. Votre Altesse, puisque le roi, dites-vous, ne peut que vous satisfaire, je vous en supplie, obtenez d'abord la grâce de Don Pedro. Ce n'est pas Don Pedro, c'est vous que je veux sauver. Venez et vous retrouverez votre âme avec votre sécurité. C'est lui qui est mon âme. Vous êtes molle et en même temps trop courageuse. Ne dites pas que j'ai du courage. Je le perdrai dans l'instant. Mais l'hirondelle est blessée, Doña Inès. Combien de temps volera-t-elle encore si elle ne trouve abri? Laissez-moi croire que je puisse encore trouver les mots pour vous convaincre. C'est peut-être mon visage qui vous effraie. Peut-être en ai-je trop dit. Quand on veut convaincre et que l'on a dépassé le point où c'est encore possible, tout ce qu'on dit de surcroît ne fait que vous rendre sensible. Mais vous devez penser, pourquoi tient-elle tant? N'y aurait-il pas un piège? Porte, porte, mais quel mot pour t'ouvrir? Ma bouche est desséchée. Une dernière fois, Inès, venez-vous avec moi. Ne m'en veuillez pas, Infante. Je ne puis. Eh bien, soit. Vous avez laissé passer le moment où je vous aimais. Maintenant, vous méritez. Pourquoi votre vie m'apporterait-elle alors qu'elle ne vous apporte pas? Je vous irrite, moi, princesse? Vous me décevez. Allez donc mourir, Doña Inès. Allez vite mourir, et le plus vite possible désormais. Que votre visage n'ait pas le temps de s'imprimer en moi, qu'il s'efface, que je puisse l'oublier. Effacer comme une tache de sang sur les dalles que l'on efface de l'eau avec de l'eau. Adieu! Embrassez-moi. Que Dieu vous garde. Incontournable du répertoire classique français, né Jean-Baptiste Poquelin, je meurs sur scène à Paris en 1673. J'ai donné mon nom aux récompenses décernées notamment aux comédiens de théâtre. Je suis... Mais enfin, Peut-être Molière. quand même, Misanthrope. femme savante. Le beau nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur? Et de vous marier, vous osez faire fête. Ce vulgaire dessein vous peut monter en tête. Oui, ma sœur. Ce oui, se peut-il supporter? Sans un mal de cœur saurait-on l'écouter? Qu'a donc le mariage qui vous oblige, ma sœur? Ah mon Dieu. Si, Comment? si, vous dis-je. Ne concevez-vous point ce que dès qu'on entend un tel mot à l'esprit offre de dégoûtant? De quelle étrange image on est par lui blessé? Sur quelle sale vue il traîne la pensée? N'en frissonnez-vous point, et pouvez-vous, ma sœur, au suite de ce mot résoudre votre cœur?
Les suites de ce mot, lorsque je les envisage, me font voir un mari, des enfants, un ménage, et je ne vois rien, si j'en puisse raisonner, qui blesse la pensée ou fasse frissonner. Tels attachements, mon ciel, sont pour vous plaire. Et qu'est-ce qu'à mon âge on a de mieux à faire que d'attacher à soi par le titre d'époux un homme qui vous aime et soit aimé de vous, et de cette union de tendresse suivie se faire les douceurs d'une innocente vie. Ce nœud bien assorti n'a-t-il pas des apparts? Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas, que vous jouez au monde un petit personnage, de vous claquemurer aux choses du ménage, et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'un idole d'époux et des marmots d'enfants. Laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires, les bas amusements de ce sorte d'affaires, à de plus hauts objets, élevez vos désirs. Songez à prendre vous des plus nobles plaisirs, et traitant de mépris l'essence et la matière. À l'esprit, comme nous, donnez-vous tout entière. Vous avez notre mère en exemple à vos yeux que du nom de savante, en honorant tout lieu. Tâchez ainsi que moi de vous montrer sa fille. Aspirez aux clartés qui sont dans la famille, et vous montrez sensible aux charmantes douceurs que l'amour de l'étude épanche dans les cœurs. Loin d'être au loin d'un homme en esclavage servi, mariez-vous, ma sœur. À la philosophie qui nous monte au-dessus de tout le genre humain et donne à la raison l'empire souverain, soumettant à ses lois la partie animale dont l'appétit grossier aux bêtes non ravales. Ce sont là les beaux feux, les doux attachements qui doivent de la vie occuper les moments. Et les soins où je vois tant de femmes sensibles me paraissent aux yeux des pauvretés horribles. Le ciel, dont nous voyons que l'ordre est tout puissant, pour différents emplois nous fabrique en naissant. Et tout esprit n'est pas composé d'une étoffe qui se trouve ailleurs à faire un philosophe. Si le vôtre est né propre aux élévations, où montent des savants les spéculations, le mien est fait, ma sœur, pour aller terre à terre. Et dans son petit son faible se resserre. Ne troublons point du ciel les justes règlements, et de nos deux instincts, suivons les mouvements. Habité par l'essor d'un grand et beau génie, les hautes régions de la philosophie, tandis que mon esprit, se tenant ici-bas, goûtera de l'hymen, des terrestres appâts. Ainsi, dans nos desseins, l'une et l'autre contraires, nous saurons toutes deux imiter notre mère. Vous, côté de l'âme, des nobles désirs. Moi, du côté des sens et des grossiers plaisirs. Vous, aux constructions d'esprit et de lumière. Moi, dans celle, ma sœur, qui sont de la matière. Quand sur une personne on prétend se régler, c'est par les beaux côtés qu'il lui faut ressembler, et ce n'est point du tout la prendre pour modèle, ma sœur, que de tousser et de cracher comme elle. Mais vous ne seriez pas ce dont vous vous vantez si ma mère n'eût eu que de ses beaux côtés? Eh bien, vous crois, ma sœur, que son noble génie n'est pas vaqué toujours à la philosophie. De grâce, souffrez-moi par un peu de bonté des bassesses à qui vous devez la clarté. Et ne supprimez point, voulant qu'on vous seconde, quelques petits savants qui peuvent venir au monde. Je vois que votre esprit ne peut être guéri du fol entêtement de vous faire un mari. Mais sachant, s'il vous plaît, que vous songez à prendre. Votre visée, au moins, n'est pas mise à qui tendre. Et par quelle raison n'y serait-elle pas? Manque-t-il de mérite? Est-ce un choix qui soit bas? Non. Mais c'est un dessein qui serait malhonnête que de vouloir d'une autre enlever la conquête. Car ce n'est pas un fait dans le monde ignoré que Clitandre est pour moi hautement soupiré. Oui, mais tous ces soupirs chez vous sont choses vaines. Vous ne tombez point aux bassesses humaines. Votre esprit à l'hymen renonce
l'empire que tient la raison sur l'essence ne fait pas renoncer aux douceurs des encens. Et l'on peut pour époux refuser un mérite que, pour adorateur, on veut bien à sa suite. Mais je n'ai jamais empêché qu'à vos perfections, il n'ait continué ses adorations. Je n'ai fait que prendre, au refus de votre âme, ce qui est venu m'offrir l'hommage de sa flamme. Mais à l'offre des vœux d'un amant dépité, trouvez-vous, je vous prie, entière sûreté? Croyez-vous pour vos yeux sa passion bien forte, et qu'en son cœur pour moi, toute flamme soit morte? Il me le dit, ma sœur, et pour moi je le crois. Ne soyez pas ma sœur d'une si bonne foi. Et croyez, quand il dit qu'il me quitte et vous aime, qu'il n'y songe pas bien, et se trompe lui-même. Je ne sais. Mais enfin, si c'est votre plaisir, il nous est bien aisé de nous en éclaircir, je l'aperçois qui vient. Sur cette matière, il pourra nous faire une belle lumière. Elle est impertinente au suprême degré. Oh, madame, quel heureux sort en ce lieu vous amène. Sans mentir, j'étais de vous en peine. Je viens pour quelque avis que j'ai cru vous devoir. Oh, mon Dieu. Que je suis contente de vous voir. Voulons-nous nous asseoir? Il n'est pas nécessaire, madame. L'amitié doit surtout éclater aux choses qui le plus nous peuvent importer, et comme il n'est pas de plus grande importance que celle de l'honneur et de la bienséance, je viens, par un avis qui touche votre honneur, témoigner l'amitié que pour vous a mon cœur. Hier, j'étais chez des gens de vertu singulière, où sur vous du discours on tourna la matière. Et là, votre conduite avec ses grands éclats, madame, eut le malheur qu'on ne la joua pas. Cette foule de gens dont vous souffrez visite, votre galanterie et les bruits qu'elle excite, trouvèrent des censeurs plus qu'il n'aurait fallu, bien plus rigoureux que je ne l'eusse voulu. Vous pouvez bien penser quel parti je suis prendre. Je fis ce que je pus pour vous pouvoir défendre. Je vous excusai fort sur votre intention et voulus de votre âme être la caution. Mais il est des choses dans la vie qu'on ne peut excuser, quoi qu'on en ait envie. Et je me vis contrainte à demeurer d'accord que l'air dont vous vivez vous faisait un peu tort, qu'il prenait dans le monde une méchante face, qu'il n'est compte fâcheux que partout on en fasse, et que si vous vouliez tous vos déportements pourraient moins donner prise au mauvais jugement. Non que j'y crois au fond l'honnêteté blessée, me préserve le ciel d'en avoir la pensée. Mais aux ombres du crime on prête aisément foi, et ce n'est pas assez de bien vivre pour soi. Madame, je vous crois l'âme trop raisonnable pour ne pas prendre bien cet avis profitable et pour l'attribuer qu'au mouvement secret d'un zèle qui m'attache à tous vos intérêts. Madame, j'ai beaucoup de grâces à vous rendre. Un tel avis m'oblige. Et loin de le mal prendre, j'en prétends à l'instant reconnaître la faveur, par un avis aussi, qui touche votre honneur. Et comme je vous vois vous montrer mon ami en m'apprenant les bruits que de moi l'on publie, je veux à mon tour suivre un exemple si doux en vous avertissant de ce qu'on dit de vous. En un lieu, l'autre jour, je faisais visite, je trouvais quelques gens d'un très rare mérite, qui, parlant des vrais soins d'une âme qui vit bien, fit retomber sur vous, madame, l'entretien. Là, votre pruderie et vos éclats de zèle ne furent pas cités comme un fort bon modèle. Cette affectation d'un grave extérieur, vos discours éternels de sagesse et d'honneur,
Vos mines et vos cris aux ombres d'indécence que d'un mot ambigu peut avoir l'innocence. Cette hauteur d'estime où vous êtes de vous et ces yeux de pitié que vous jetez sur tous. Tout cela, madame, si je puis vous parler franchement, fut blâmé d'un commun sentiment. À quoi bon, disait-il, cette mine modeste et ce sage dehors que dément tout le reste? Elle est à bien prier, exact au dernier point. Mais elle bat ses gens et ne les paie point. Dans tous les lieux dévots, elle est à la grand zèle, mais elle met du blanc et veut paraître belle. Elle fait des tableaux couvrir les nudités, mais elle a de l'amour pour les réalités. Pour moi, contre chacun, je prie votre défense et leur assurer fort que c'était médisance. Mais tous les sentiments combattirent le mien. Et leur conclusion fut que vous feriez bien de prendre un peu moins de soin des actions des autres et de vous mettre un peu plus en peine des vôtres. Qu'il faut se regarder soi-même fort longtemps avant que de songer à condamner les gens. Qu'on doit mettre le poids d'une vie exemplaire dans les corrections qu'aux autres l'on veut faire. Et qu'encore vaut-il mieux au besoin s'en remettre à ceux à qui le ciel en a commis le soin. Madame, je vous crois aussi trop raisonnable pour ne pas prendre bien cet avis profitable et pour l'attribuer qu'au mouvement secret d'un zèle qui m'attache à tous vos intérêts. À quoi qu'en reprenant, on soit assujetti, je ne m'attendais pas à cette répartie, madame. Et je vois bien, par ce qu'elle a d'aigreur, que mon sincère avis vous a blessé au cœur. Mais au contraire, madame, et si l'on était sage, ces avis mutuels seraient mis en usage. On détruirait par là, traitant de bonne foi, ce grand aveuglement où chacun est pour soi. Il ne tiendra qu'à vous qu'avec le même zèle, nous continuions cet office fidèle et ne prenions grand soin de nous dire entre vous ce que nous entendrons, vous de moi et moi de vous. Oh, madame, de vous, je ne puis rien entendre. C'est en moi que l'on peut trouver fort à reprendre. On peut, je crois, louer, blâmer tout, et chacun a raison. Suivant l'âge et le goût. Il est une saison pour la galanterie, il en est une propre à la pruderie. On peut par politique en prendre le parti quand, de nos jeunes ans, l'éclat est amorti. Cela sert à couvrir de fâcheuses disgrâces. Je ne dis pas qu'un jour je ne suive vos traces. L'âge amènera tout. Et ce n'est pas le temps commencé, madame, d'être prude à 20 ans. Certes, vous vous targuez d'un bien faible avantage et faites sonner terriblement votre âge. Ce que de plus que vous on en pourrait avoir n'est pas un si grand cas pour s'entendre prévaloir. Et je ne sais pourquoi, madame, votre âme ainsi s'emporte à me pousser de cette étrange sorte. Et moi, je ne sais pas aussi, madame, pourquoi on vous voit en tout lieu vous déchaîner sur moi. Si ma personne aux gens inspire de l'amour, et si l'on continue chaque jour à m'offrir des vœux que votre cœur peut souhaiter qu'on m'ôte, je n'y saurais que faire, et ce n'est pas ma faute. Vous avez le champ libre, je n'empêche pas que pour les attirer, vous n'ayez des appâts. Hélas, et croyez-vous que l'on se mette en peine de ce nombre d'amants dont vous faites la veine? Pensez-vous faire croire, à voir comme tout roule, que votre seul mérite attire cette foule, qu'il ne brûle pour vous que d'un honnête amour, et que pour vos vertus, ils vous font tous la cour? Ne vous enflez donc pas d'une si grande gloire, pour les petits brillants d'une faible victoire. Si nos yeux enviaient les conquêtes des vôtres, je pense qu'on pourrait faire comme les autres, ne se point ménager et vous faire bien voir que l'on a des amants quand on veut en avoir. Eh bien, ayez-en donc, madame, et voyons cette affaire, et par ce rare secret, forcez-vous de plaire et sans... Prison, madame, un pareil entretien, il mènerait trop loin votre esprit et le mien, et j'aurais pris déjà le congé qu'il faut prendre si mon carrosse en corne m'obligeait d'attendre. Autant qu'il vous plaira, madame, vous pouvez arrêter. Et là-dessus, rien ne doit vous hâter. Lucrèce. Oui,
Borgia, vous m'empoisonnez l'existence. Vous m'envoyez fort aise, monsieur Hugo. Monsieur! Monsieur, ceci est indigne. Ceci est odieux. Ceci est infâme. Quelqu'un de votre peuple, savez-vous cela, Don Alphonse, vient de mutiler le nom de votre femme, gravé en dessous de mes armoiries de famille sur la façade de votre propre palais. La chose s'est faite en plein jour, publiquement. Par qui, je l'ignore, mais c'est bien injurieux et bien téméraire. On a fait de mon nom un écriteau d'ignominie, et votre populace de Ferrare, qui est bien la populace la plus infâme de l'Italie, est là qui ricane autour de mon blason comme autour d'un pilori. Est-ce que vous vous imaginez, Don Alphonse, que je m'accommode de cela et que je n'aimerais pas mieux mourir en une fois d'un coup de poignard plutôt qu'en 1000 fois de la piqûre envenimée, des sarcasmes et des collimets? Pardieu, monsieur! On me traite étrangement dans votre seigneurie de Ferrare, et je vous trouve l'air trop gracieux et trop tranquille. Pendant qu'on traîne dans les ruisseaux de votre ville la renommée de votre femme, déchiquetée à belles dents par l'injure et la calomnie. Il me faut une réparation éclatante de ceci. Je vous en préviens, monsieur. Préparez-vous à faire justice. C'est un événement sérieux qui arrive là, croyez-vous? Est-ce que vous croyez, par hasard, que je ne tiens à l'estime de personne au monde? Et que mon mari peut se dispenser d'être mon chevalier? Non. Non, monseigneur, qui épouse protège, qui donne la main, donne le bras. J'y compte. Tous les jours, ce sont de nouvelles injures. Et jamais je ne vous envoie une. Est-ce que cette boue dont on me couvre ne vous éclabousse pas, Don Alphonse? Allons, sur mon âme, courroucez-vous donc un peu. Que je vous vois une fois dans votre vie. Vous fâchez à mon sujet, monsieur. Si j'ai doublé par ma dot vos domaines héréditaires, si je vous ai apporté en mariage non seulement la rose d'or et la bénédiction du Saint-Père, mais ce qui tient plus de place à la surface du monde, Sienne, Rimini, Cesena, Spolète, et Piombino, et plus de villes que vous n'aviez de châteaux, et plus de duchés que vous n'aviez de baronnies. Si j'ai fait de vous le gentilhomme le plus puissant d'Italie, ce n'est pas une raison, monsieur, pour que vous laissiez votre peuple me railler, me publier et m'insulter. Pour que vos sujets, pour que votre peuple de Ferrare montre du doigt à toute l'Europe votre femme plus méprisée et plus bas placée que la servante des vallées de vos palefreniers. Ce n'est pas une raison, dit, pour que vos sujets ne puissent me voir passer au milieu de Sangara. Cette femme, je vous le déclare, monsieur, je veux que le crime d'aujourd'hui soit recherché et notablement puni. Ou je m'en plaindrai au pape, je m'en plaindrai au Valentinois qui est à Forlì avec 15 000 hommes de guerre
chez moi comme la tempête, irritée et pleurante. Vous vous êtes plainte à moi d'un outrage fait à vous. Vous avez réclamé avec un jure écrit la tête du coupable. Vous m'avez demandé ma parole ducale qui ne sortirait pas d'ici vivant. Je vous l'ai loyalement octroyée. Et maintenant, vous ne voulez pas qu'il meure. Par Jésus, madame, ceci est nouveau. Je ne veux pas que ce jeune homme meure, monsieur le duc. Madame, les gentilshommes, aussi prouvés que moi, n'ont pas coutume de laisser leur foi en gage. Vous avez ma parole, il faut que je la retire. J'ai juré que le coupable mourrait, il mourra. Sur mon âme, vous pouvez choisir le genre de mort. Monseigneur, Monseigneur, en vérité, nous disons là des folies, vous et moi. Tenez, c'est vrai, je suis une femme pleine de déraisons. Mon père m'a gâtée, que voulez-vous? On a depuis mon enfance obéi à tous mes caprices. Ce que je voulais il y a un quart d'heure, je ne le souhaite plus à présent. Vous savez bien, Don Alphonse, que j'ai toujours été ainsi. Tenez, asseyez-vous là, près de moi, et causons un peu, cordialement, tendrement, comme deux bons amis. Dona Lucrezia, vous êtes madame, et je suis bien trop heureux qu'il vous plaise de m'avoir un instant à vos pieds. Comme il est bon de s'entendre. Savez-vous bien, Don Alphonse, que je vous aime comme le premier jour de notre mariage? Ce jour où vous fîtes une si éblouissante entrée à Rome, entre Monsieur de Valentinois et Monsieur le cardinal Hippolyte d'Este. J'étais sur les marches des degrés de Saint-Pierre. Je me souviens encore de votre beau cheval blanc chargé d'orfèvrerie d'or et de l'illustre mine de roi que vous aviez dessus. Vous étiez vous-même bien belle, madame, et bien rayonnante, sous votre dais de brocart d'argent. Ne me parlez pas de moi, monseigneur. Il est certain que toutes les princesses d'Europe m'envient d'avoir épousé le meilleur chevalier de la chrétienté. Et moi, qui vous aime vraiment comme si j'avais 18 ans. Vous savez que je vous aime, Alphonse. Vous n'en doutez jamais. Je suis froide quelquefois, et discrète. Cela vient de mon caractère, non de mon cœur. La bonne chose de s'aimer comme nous faisons. Donnez-moi votre main. En vérité, j'y songe maintenant. Il est bien ridicule qu'un prince et une princesse tels que vous et moi, assis sur le plus beau trône ducal qui soit au monde, et qui s'aiment, aient été sur le point de se quereller pour un misérable petit capitaine aventurier vénitien. Il faut chasser cet homme, et non plus parler. Qu'il aille où il voudra, n'est-ce pas, Alphonse? Le lion et la lionne ne se courroucent pas d'un moucheron. Savez-vous bien, monseigneur, que si la couronne ducale était à donner en concours au meilleur chevalier de la chrétienté, c'est encore vous qui l'auriez? Attendez, que j'aille dire à Bautista de votre part qu'il est à chasser au plus vite de faire arrêter ce Gennaro. Rien ne presse. Je voudrais n'avoir plus à y songer. Allons, monsieur, laissez-moi terminer cette affaire à ma guise. Il faut que celle-ci se termine à la mienne. Mais enfin, mon Alphonse, vous n'avez pas de raison pour vouloir la mort de cet homme. Et la parole que je vous ai donnée, serment d'un roi est sacré. Cela est bon à dire au peuple. Mais de vous à moi, Alphonse. Pourtant, Dona Lucrezia, un serment. Alors ne me donnez pas de ces mauvaises raisons-là. Je ne suis pas une sotte. Dites-moi plutôt si vous avez quelques motifs pour en vouloir à ce Gennaro. Non? Eh bien, accordez-moi sa vie. Vous m'aviez bien accordé sa mort. Qu'est-ce que cela vous fait? S'il me plaît de lui pardonner, c'est moi qui suis l'offensé. C'est justement parce qu'il vous a offensé, mon amour, que je ne veux pas lui faire grâce. Si vous m'aimez, Don Alphonse, vous ne me refuserez pas. Et s'il me plaît d'essayer de la clémence à moi, c'est un moyen de me faire aimer de votre peuple. Je veux que votre peuple m'aime. La miséricorde, Alphonse, cela fait ressembler un roi à Jésus-Christ. Soyons des souverains miséricordieux. Cette pauvre Italie a déjà assez de tyrans sans nous. Bon, finissons-en. Mettez ce Gennaro en liberté. C'est un caprice, si vous voulez. Je ne puis, chère Lucrèce. Vous ne pouvez. Mais pourquoi ne
quelque chose d'aussi insignifiant que la vie de ce capitaine. Vous me demandez pourquoi, mon amour? Oui, pourquoi? Parce que ce capitaine est votre amant, madame. Parce que vous êtes allé le chercher à Venise. Parce que vous l'iriez chercher en enfer. Parce que je vous ai suivi pendant que vous le suiviez. Parce que je vous ai vu, masquée et haletante, courir après lui comme la louve après sa proie. Parce que tout à l'heure encore, vous le courviez d'un regard plein de flammes et plein de larmes. Parce que c'est assez de honte, d'infamie et d'adultère comme cela. Parce qu'il est temps que je venge mon honneur. Que je fasse couler autour de mon lit un fossé de sang. Entendez-vous, madame? Taisez-vous et veillez sur vos amants désormais, Lucrèce. La porte par laquelle on entre dans votre chambre de nuit, mettez-y tel l'huissier qu'il vous plaira. Mais la porte par laquelle on entre sort. Il y aura maintenant le bourreau. Monseigneur, je vous jure... Ne jurez pas. Serment, cela est bon pour le peuple. Ne me donnez pas de ces mauvaises raisons-là. Si vous saviez... Tenez, je hais toute votre abominable famille de Borgia, et vous toute la première, que j'ai si follement aimée. Monseigneur, Monseigneur, je vous en supplie, à genoux et à main jointe, au nom de Jésus et de Marie, au nom de votre Père et de votre Mère, Monseigneur, je vous demande la vie de ce capitaine. Vous pouvez faire de son cadavre ce qui vous plaira, madame, et je prétends que ce soit avant une heure. Grâce pour Gennaro! Si vous pouviez lire la ferme résolution qu'il y a dans mon âme, vous n'en parlerez pas plus que s'il était déjà mort. Prenez garde à vous, Don Alphonse de Ferrare. Ne faites pas la terrible, madame. Je sais vos allures. Sur vos âmes, je ne vous crains pas. Je ne me laisserai pas empoisonner comme votre premier mari, ce pauvre gentilhomme d'Espagne, dont je ne sais plus le nom, ni vous non plus. Je ne me laisserai pas chasser comme le deuxième, cet imbécile. Je ne me laisserai pas tuer comme le troisième, à coups de pique. Faible enfant, dont le sang n'a guère plus taché les dalles que de l'eau pure. Tout beau! Moi, je suis un homme, madame, et j'ai des soldats plein ma ville, et j'en suis un moi-même. Vous vous repentirez de ces paroles. Vous oubliez qui je suis. Je sais très bien qui vous êtes, mais je sais aussi où vous êtes. Vous êtes la fille du pape, mais vous n'êtes pas à Rome. Vous êtes la gouvernante de Spolète, mais vous n'êtes pas à Spolète. Vous êtes la femme, la sujette, la servante d'Alphonse, duc de Ferrare. Et vous êtes à Ferrare. Ah! Ça vous étonne? Vous avez peur de moi? Jusqu'ici, c'est moi qui avais peur de vous. Et j'entends qu'il en soit ainsi désormais. Et pour commencer, voici le premier de vos amants sur lequel je mets la main. Et il mourra! Ne soyez pas ridicule, Jean-Baptiste. Vous, précieuse, moi ridicule, nous pourrions en faire une pièce. Bien soit. Ah, mon Dieu, ma chère, que ton père a la forme enfoncée dans la matière, que son intelligence est épaisse et qu'il fait sombre dans son âme. Que veux-tu, ma chère? J'en suis en confusion pour lui. J'ai peine à me persuader que je puisse être réellement sa fille. Et je crois que quelque aventure un jour me viendra développer
René sotte à vous énoncer moins vulgairement. Dites. Voilà un nécessaire qui demande si vous êtes en commodité d'être visible. Dame, je n'entends point le latin. Oh, l'impertinente. Le moyen de souffrir cela. Et qui est-il, le maître de ce laquais? Il m'a dit qu'il s'appelait le marquis de Mascarille. Oh là là, oui, allez dire qu'on nous peut voir. C'est sans doute un bel esprit qui aura ouï parler de nous. Assurément, ma chère. Ajustons un peu nos cheveux au moins. Vite, venez nous tendre ici dedans le conseiller des grâces. Là, je sais point quelle bête c'est là, hein. Il faut parler chrétien si vous voulez que je vous entende. Apportez-nous le miroir, ignorante que vous êtes. Et gardez-vous bien d'en salir la glace par la communication de votre rivage. Mesdames, vous serez surprises sans doute de l'audace de ma visite. Mais votre réputation vous attire cette méchante affaire. Et le mérite a pour moi des charmes si puissants que je cours partout après lui. Si vous poursuivez le mérite, ce n'est pas sur nos terres que vous devez chasser. Pour voir le mérite chez nous, il a fallu que vous l'y ayez amené. Hola, Almanza. Almanza. Marotte. Mesdames, vite, voiturez-nous ici les commodités de la conversation. Et quoi? Les chaises. Mais de grâce, monsieur, ne soyez pas inexorable à ce fauteuil qui vous tend les bras. Contentez un peu l'envie qu'il a de vous embrasser. Eh bien, mesdames, que dites-vous de Paris? Hélas, qu'en pourrions-nous dire? Il faudrait être à l'antipode de la raison pour ne pas confesser que Paris est le grand bureau des merveilles, le centre du bon goût, du bel esprit et de la galanterie. Pour moi, je tiens que hors de Paris, il n'y a point de salut pour les honnêtes gens. C'est une vérité incontestable. Vous recevez beaucoup de visites? Quel bel esprit est les vôtres! Hélas, nous ne sommes pas encore connus, mais nous sommes en passe de l'être. Ne vous mettez pas en peine. Je veux établir chez vous une académie de beaux esprits. Et à propos de beaux esprits, il faut que je vous dise un impromptu que je vis hier chez une duchesse de mes amis que je fus visiter, car je suis diablement fort sur les impromptus. Oh, l'impromptu est justement la pierre de touche de l'esprit. Écoutez donc. Nous y sommes de toutes nos oreilles. Oh oh! Je n'y prenais pas garde.
Tandis que, sans songer à mal, je vous regarde. Votre œil en tapinois me dérobe mon cœur. Au voleur, au voleur, au voleur. Oh, mon Dieu! Voilà qui est poussé dans le dernier galant. Tout ce que je fais a l'air cavalier. Cela ne sent point le pédant. Oh non, il en est éloigné de plus de 2000 lieues. Avez-vous remarqué ce commencement? Oh oh! Voilà qui est extraordinaire. Oh oh! Comme un homme qui s'avise tout d'un coup. Oh oh! La surprise. Oh oh! Oh oui, je trouve ce oh admirable. Il semble que cela ne soit rien. Mon Dieu! Mais que dites-vous? Ce sont là de ces sortes de choses qui ne peuvent se payer. Sans doute. Et j'aimerais mieux avoir fait ce oh oh qu'un poème épique. Du Dieu, vous avez le goût bon. Je ne l'ai pas tout à fait mauvais. Mais n'admirez-vous pas aussi? Je n'y prenais pas garde. Je n'y prenais pas garde. Je ne m'apercevais pas de cela. Façon de parler naturelle. Je n'y prenais pas garde. Tandis que sans songer à mal, tandis qu'innocemment, sans malice, comme un pauvre mouton. Je vous regarde. C'est-à-dire, je m'amuse à vous considérer. Je vous observe. Je vous contemple. Votre œil en tapinois. Que vous semble de ce mot? Tapinois, n'est-il pas bien choisi? Tout à fait bien. Tapinois, en cachette. Il semble que ce soit un chat qui vienne de prendre le souris. Tapinois, Il ne se peut rien de mieux. me dérobe mon cœur, me l'emporte, me le ravit. Au voleur! Au voleur! Au voleur! Ne diriez-vous pas que c'est un homme qui crie et court après un voleur, comme pour le faire arrêter? Au voleur! Au voleur! Au voleur! Il faut avouer que cela a un tour spirituel et galant. Je vais vous dire l'air que j'ai fait dessus. Vous avez appris la musique? Moi, point du tout. Et comment donc cela se peut-il? Les gens de qualité savent tout sans avoir jamais rien appris. Assurément, ma chère. Écoutez, si vous trouverez l'air à votre goût. La 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 brutalité de la saison a furieusement outragé la délicatesse de ma voix. Mais il n'importe, c'est dans la cavalière. Oh oh, je n'y prenais pas garde, tandis que sans songer à mal, je vous regarde. Votre œil en tapinois me dérobe mon cœur. Au voleur, au voleur, au voleur, au voleur. Que voilà un air qui est passionné. Est-ce qu'on n'en meurt point? Oh, c'est là savoir le fin des choses, le grand fin, le fin du fin. Tout est merveilleux, je vous assure. Je suis enthousiasmée de l'air et des paroles. Je n'ai encore rien vu de cette force-là. Tout ce que je fais me vient naturellement. C'est sans étude. La nature vous a traité en vraie mère passionnée et vous en êtes l'enfant gâté. À quoi donc passez-vous le temps? Rien du tout. Nous avons été jusqu'ici dans un jeu effroyable de divertissement. Je m'offre de vous mener l'un de ces jours à la comédie. Cela n'est pas de refus.
pour la première fois et qui a assuré comme un chef, Réjeanne. Merci à tous les bénévoles aussi qui nous aident régulièrement pour organiser tout ça. Donc on avait Erwan, Michel au parking, Véronique, Cathy, Christine, Mehdi qui est en haut, plein de monde qui nous aide à gérer toute la logistique. On les applaudit bien fort. Merci à Christiane qui a eu la gentillesse de nous faire un joli discours. Voilà, et je remercie, moi j'en profite très particulièrement parce que tous mes comédiens, ce sont tous les élèves de mon atelier adulte. Et je suis très touchée parce que on joue la dernière en public de cette version-là des Tourments avec cette équipe-là. Il y en a qui ont un peu d'expérience, quelques années, puis il y en a qui n'ont eu qu'une année d'expérience avec moi. Et donc ils ont fait un gros boulot et ils m'ont fait confiance aussi, c'était pas évident au début. Et ils ont super bien bossé, assuré, fait confiance, etc. Et le résultat est là, moi je suis très fière d'eux, on peut les applaudir encore.